Bonjour les amis, c'est Antion. Est-ce que vous saviez que quand vous sortez dans la rue, vous pouviez croiser, sans le savoir, des criminels très dangereux ou des tueurs qui sont aujourd'hui en liberté? Et là vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, pas en France. Et pourtant, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de 3 criminels français que vous pourriez peut-être croiser dans la rue, par hasard, la prochaine fois que vous sortirez. Laissez-moi vous parler de Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman, c'est un homme posé, discret et très respecté. Il vit en France dans une très jolie maison et il travaille comme médecin-chercheur à l'OMS, à Genève en Suisse. C'est un poste important pour lequel il a dû faire de longues études, donc Jean-Claude, c'est pas n'importe qui les gars. Et dans son entourage, tout le monde est d'accord pour dire que franchement, il a réussi sa vie. Il a un taf vraiment stylé, il a beaucoup d'argent, mais derrière cette façade parfaite, se cache le pire des secrets, les amis. Attention, préparez-vous, c'est abominable. Tout commence le 9 janvier 1993. Jean-Claude Roman se trouve dans sa chambre avec sa femme, Florence, et une dispute éclate. Jean-Claude sort de la chambre, il se dirige vers la cuisine, il attrape un rouleau à pâtisserie et il commence à frapper sa femme. Il continue pendant de longues minutes jusqu'à ce qu'elle perde la vie. C'est atroce et malheureusement, c'est très loin d'être fini. Après ça, Jean-Claude, il se rend dans la chambre de ses 2 jeunes enfants avec un fusil. Il va tous les deux les tuer d'une balle dans la tête. Après avoir tué tous les membres de sa famille, Jean-Claude, il décide de ranger sa maison. Et il appelle ses parents pour savoir s'il peut manger avec eux aujourd'hui. Ses parents acceptent et en attendant l'heure du déjeuner, Jean-Claude, il va tranquillement regarder la télé chez lui, alors qu'il y a les corps de sa famille qui sont juste à côté et qui sont encore chauds. L'heure du déjeuner arrive, il se rend chez ses parents et il va aussi les tuer avec le même fusil. Toujours dans la même journée, il prend ensuite sa voiture et il se rend à Paris. En fait, s'il a décidé d'aller là-bas, c'est parce que Jean-Claude, il trompe sa femme avec une maîtresse qui s'appelle Corinne. Jean-Claude prévient Corinne qu'il a décidé de venir à Paris et il lui dit que ce soir, il va l'emmener dans un très grand restaurant où elle a toujours rêvé d'aller. Il récupère Corinne en voiture et sur la route, alors qu'il traverse une forêt, Jean-Claude fait semblant de s'être perdu. Alors il se gare dans une clairière, il sort une bombe lacrymogène et il se met à gazer Corinne. Corinne est totalement paralysée, sans défense, elle peut rien faire et Jean-Claude va se mettre à l'étrangler à mort. Heureusement les amis, Corinne parvient à le supplier et il décide de lui laisser la vie sauve. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, après toutes les horreurs qu'il a fait dans la même journée, Jean-Claude accepte, il s'excuse et il lui laisse la vie sauve. Immédiatement, il lui fait promettre de raconter ça à personne et pour justifier son comportement, il dit qu'il est en train de perdre les pédales à cause d'une tumeur au cerveau, qui serait en train de se développer et d'affecter son comportement. Mais tout ça, c'est un mytho les gars, il a pas du tout de tumeur au cerveau. Bon, tout ce que je viens vous raconter là, les amis, c'est passé dans une seule et même journée, le 9 janvier 1993. Sauf qu'après tous ces événements, Jean-Claude, il en a toujours pas fini. Il retourne dans sa maison, celle où il y avait toute sa famille. Le corps de ses enfants et de sa femme sont toujours sur place et Jean-Claude va prendre des bidons d'essence, asperger toute la maison et il va démarrer un incendie. Sauf que lui, il reste à l'intérieur. Il s'installe dans sa chambre, à côté du cadavre de sa femme. Sa maison prend feu vers 4 h du matin. Mais seulement quelques heures plus tard, les éboueurs qui passaient dans le quartier remarquent l'incendie et appellent tout de suite les pompiers. Les pompiers arrivent, arrêtent l'incendie et le plan de Jean-Claude va totalement foirer. Les pompiers entrent dans la maison et ils trouvent les corps sans vie des enfants et de la femme de Jean-Claude. Et ils le trouvent aussi, lui, évanoui, mais encore en vie. On l'emmène alors à l'hôpital en urgence. Et quand il se réveille, Jean-Claude, il est entouré par des policiers. Tout le monde l'interroge et veut savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Et heureusement pour nous, Jean-Claude va tout avouer les amis. Il dit qu'il a tué tous les membres de sa famille et que c'est lui-même qui a démarré l'incendie. Bon, alors, ce que je vous ai raconté, c'est affreux, mais pourquoi est-ce que ce mec a fait ça d'un coup? Pourquoi il a pété les plombs? Eh bien, est-ce que vous vous rappelez au début de cette histoire, je vous ai dit que Jean-Claude, il avait une vie parfaite, et que tout ça, ça cachait un énorme mensonge. Je vous ai dit que Jean-Claude Roman travaillait à l'OMS, qu'il était riche, et en réalité, tout ça c'est complètement faux. En fait, depuis 18 ans, la vie entière de Jean-Claude Roman était un mensonge. Il n'était pas du tout docteur à l'OMS, et il gagnait même absolument 0 €. Il n'avait pas de travail. Il avait même aucun diplôme de médecin. En fait, tous les matins, il prenait sa voiture, il faisait croire à sa femme qu'il allait au travail, mais en réalité, il allait traîner dans des parcs, à la bibliothèque, ou même dans des bars. Mais là, vous devez vous dire, mais
Comment est-ce qu'il gagnait de l'argent alors? C'est pas possible de mentir pendant si longtemps. Eh bien en fait, Jean-Claude, il était super fort. Vu qu'il mentait à tout le monde sur son travail et sa réussite, tous ses proches et sa famille étaient persuadés que c'était vraiment quelqu'un de bien. Et Jean-Claude, petit à petit, il a réussi à convaincre tous les gens qu'il connaissait de lui donner leurs économies pour qu'ils les investissent dans des placements financiers qui devaient leur rapporter de l'argent. Ça peut vous sembler un petit peu compliqué, mais en gros ce qu'il faisait, c'est qu'il allait voir ses potes et il disait « Eh, donne-moi un peu d'argent, moi je suis médecin, j'ai des contacts de ouf, je peux placer cet argent au bon endroit, en bourse ou je sais pas où, et comme ça, au lieu d'avoir 10 000 euros, dans 3-4 ans, t'auras 15 000 euros ou peut-être 20 000 euros. » Et du coup, les gens lui faisaient confiance et lui donnaient de l'argent. Sauf qu'au lieu d'aider ses amis et de faire fructifier leur économie, Jean-Claude, il utilisait cet argent pour vivre. Il volait tout simplement l'argent qu'on lui prêtait, alors qu'il n'était pas censé y toucher lui, et quand ses amis voulaient récupérer leur argent, il sortait des mythos pour essayer de les décourager. Il disait « Ah non, c'est vraiment pas le moment de retirer ton argent, parce que là, dans 3 mois, tu vas faire x2. » Sauf qu'un jour, il avait menti à tellement de gens et volé tellement d'argent que la réalité l'a rattrapé, les mensonges ont éclaté au grand jour, et il a décidé de tuer toute sa famille. C'est terrible, les amis. Dans un film, je pense qu'on n'oserait pas écrire une histoire comme ça, et pourtant c'est la vraie vie. Mais attendez les amis, j'ai un truc à rajouter, et qui est encore pire. En fait, à ce moment-là, la police a lancé une énorme enquête sur lui et ils ont découvert un truc. 5 ans avant qu'il tue toute sa famille, un jour, Jean-Claude a appelé la police parce que son beau-père est tombé dans les escaliers. Et malheureusement, ce jour-là, le beau-père de Jean-Claude est décédé de cette mauvaise chute qu'il a fait dans les escaliers et il n'y avait qu'un seul témoin, Jean-Claude. En fait, Jean-Claude, il avait utilisé la même technique qu'il a fait sur tout le monde à son beau-père. Il lui avait volé un max d'argent. Sauf qu'un jour, son beau-père, il lui a dit « Hey, moi je veux le récupérer mon argent !» Sauf que Jean-Claude, il l'a dépensé, il en a plus. Alors vu qu'il pouvait pas lui donner l'argent qu'il voulait, Jean-Claude l'a poussé dans les escaliers et il est mort. Et le pire du pire, les amis, c'est que Jean-Claude, il a appelé les pompiers, il leur dit « Venez vite, mon beau-père est tombé dans les escaliers, il est en train de mourir !» Donc les pompiers arrivent sur place, et le beau-père de Jean-Claude est encore en vie, mais il est en train d'agoniser. Et quand les pompiers commencent à le prendre en charge, le beau-père de Jean-Claude commence à dire « Jean-Claude m'a... Jean-Claude m'a... » Et avant qu'il puisse finir sa phrase, Jean-Claude lui a lui-même placé un masque à oxygène sur le visage pour l'empêcher de parler. En gros, il a fait croire aux pompiers qu'il faisait ça pour aider son beau-père, alors qu'en fait, il essayait juste de l'empêcher de parler. Et ça, on sait pas, mais moi j'imagine que ce que voulait dire le beau-père, c'est « Jean-Claude m'a poussé dans les escaliers ». Et ce jour-là, Jean-Claude a eu une chance énorme parce que c'est passé et personne n'a su que c'était lui qui avait tué son beau-père. Sauf qu'on en revient au sujet de cette vidéo, les amis. Une fois qu'on a découvert tout ça, Jean-Claude, il a été condamné à 22 ans de prison. Mais cette histoire, elle s'est déroulée dans les années 90. Alors en 2019, Jean-Claude, il a terminé de purger sa peine de prison. Il a obtenu une liberté conditionnelle avant d'accéder à une libération définitive en 2022. Ça veut donc dire que depuis 3 ans, Jean-Claude Roman, qui a tué toute sa famille, est en liberté en France et qu'il mène la vie comme il le veut. Il croise sûrement des Français quelque part tous les jours et il y a peut-être même des gens qui regardent cette vidéo qui l'ont croisé et qui n'étaient pas du tout au courant. C'est fou de se dire ça, mais bon, c'est la justice, il a fait la peine de prison, voilà, il est dehors. Mais c'est toujours pas fini, les amis. Je vais vous parler de Patrick Tissier. Cette histoire se passe en 1971. Patrick a 18 ans et il est en formation pour devenir électricien. C'est un garçon tout à fait normal et il est en couple avec Marie-Françoise, qui a 16 ans. Sauf qu'à cette époque, dans les années 70, le service militaire était encore obligatoire pour les hommes. Et un jour, Patrick apprend qu'il va devoir tout quitter pour aller faire son service militaire. Il doit donc quitter sa ville et surtout quitter sa petite amie. Alors Patrick, il décide d'organiser une dernière sortie avec Marie-Françoise. Ils vont se rendre à un bal, puis ils vont se balader le long d'une rivière. Et c'est là que tout va déraper. Patrick va tenter d'avoir un rapport sexuel avec sa copine, sauf qu'elle va refuser. Il devient alors complètement foudrage et il va l'étrangler jusqu'à ce qu'elle meure. Il va ensuite faire des choses abominables avec son corps, que je peux pas vous dire ici, sinon la vidéo va être bloquée. Et ensuite, il va jeter son cadavre dans la rivière et s'enfuir. C'est
un monstre. Je vous rappelle que c'est censé être sa petite amie. Quelques jours plus tard, des passants vont trouver le corps de Marie-Françoise. La police va mener une enquête et très vite, ils vont remonter la piste jusqu'à Patrick, qui est la dernière personne à l'avoir vu. Il va être arrêté et il va immédiatement avouer son crime. Patrick va donc être jugé et condamné à 20 ans de prison. Et là, vous pensez que c'est bon, on est tranquille? Eh ben, absolument pas, les amis, pas du tout. C'est le début. En fait, pendant les 10 premières années de son incarcération, Patrick, il se comporte très bien. Il est même décrit comme un détenu exemplaire. Alors il a le droit à des permissions de sortie. En gros, c'est des petites périodes où il a le droit d'être remis en liberté. Mais il est quand même censé revenir en prison une fois que la période est finie. Sauf que comme vous vous en doutez, un jour, Patrick il va pas revenir en prison. Il s'enfuit, il est en cavale. Et pendant 5 mois, on n'arrive pas à remettre la main sur lui. Sauf que pendant ce temps, pendant que la police cherche Patrick Tissier, eh ben lui, il a encore commis l'irréparable. Patrick a encore tué une autre femme. On arrive ensuite à l'arrêter et il retourne en prison. Et cette fois-ci, on a compris, on lui laisse plus sortir. Il a plus le droit aux permissions de sortie. Mais en 1992, Patrick, il a fini de purger sa peine de prison. Il a 39 ans, il sort et il va s'installer à Perpignan. Sauf qu'encore une fois, il continue. Et cette fois-ci, il commet 2 meurtres, dont un sur une fillette de 8 ans. Il se remet alors en cavale, il s'enfuit pour tenter d'échapper à la police, mais il finira par être arrêté encore une fois en 1993. Il repasse devant le tribunal et pour la 3e fois de sa vie, il est condamné à de la prison. Et à ce moment-là, les amis, les meurtres qu'il a commis sont tellement abominables que ça remue l'opinion publique. En gros, les gens sont tellement choqués de ce que fait Patrick à chaque fois qu'il est libéré qu'ils se mettent à manifester dans la rue pour qu'on rétablisse la peine de mort. La peine de mort ne sera cependant pas rétablie et en 1993, il sera condamné à 30 ans de prison. Sauf que vous l'avez compris, 1993 plus 30 ans égale 2023. Et on est en 2025. Donc aujourd'hui, Patrick Tissier est libre. Sauf qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il était toujours en prison. Mais pourquoi en fait? En gros, là on va rentrer dans des trucs assez techniques de la loi. Je suis pas du tout un expert et c'est assez dur de le faire comprendre. Mais en gros, quand il a été condamné pour la dernière fois, Patrick Tissier a obtenu une période de sûreté de 30 ans. Et aujourd'hui, il l'a faite. Ça veut dire que sur le papier, il a le droit de sortir s'il en fait la demande. Mais heureusement, c'est pas lui qui décide. Il a le droit de demander à être libéré, et sa demande doit être étudiée, et heureusement, on a le droit de refuser. Parce qu'aujourd'hui, même s'il a 72 ans, à chaque fois qu'il a été libéré, il a tué de nouveau. Alors on espère que cette fois-ci, on va bien lui refuser la sortie, et qu'il va rester en prison. Mais, comme je vous l'ai dit, sur le papier, il aurait le droit de sortir. Il est libre, en quelque sorte. C'est de très loin le plus connu. Mais pourtant, je suis sûr que plein d'entre vous ne connaissent pas vraiment son histoire et toutes les horreurs qu'il a fait. Et je parle bien évidemment de Xavier Dupont de Ligonnès, un des hommes les plus recherchés au monde actuellement. Donc Xavier Dupont de Ligonnès, c'est ce mec. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement pour qu'il soit autant recherché? Tout commence en avril 2011 à Nantes. C'est dans cette maison que vit la famille Dupont de Ligonnès avec Xavier, le père, Agnès, son épouse, et leurs 4 enfants. C'est une famille tout à fait normale, sans histoire. Mais le 11 avril 2011, tout va déraper. En fait, le 11 avril 2011, les enfants, subitement, arrêtent d'aller à l'école. Et Agnès, la femme de Xavier, ne va plus non plus au travail. Du jour au lendemain, toute la famille semble avoir disparu. Et c'est à ce moment-là que les proches de la famille de Ligonnès, des gens qui les connaissent bien, reçoivent une lettre étrange qui est signée de la part de Xavier. Dans cette lettre, Xavier Dupont de Ligonnès explique que lui et toute sa famille ont dû partir en urgence vivre aux États-Unis. Il explique que depuis des années, il travaille en fait avec la DEA, un organisme américain qui lutte contre le trafic de drogue, et qu'il serait donc en fait un espion américain caché en France, et il explique que toute sa famille va être placée dans un programme de protection des témoins. Ça veut dire qu'ils vont devoir changer d'identité et partir à l'étranger pour assurer leur protection, et que personne ne pourra plus les contacter. Bon, en recevant ça, les proches sont choqués. Ils essayent d'appeler Xavier, sa femme ou les enfants, mais personne ne répond. Alors tout le monde se pose des questions. Et le 21 avril 2011, 10 jours plus tard, personne n'a réussi à avoir le moindre message de la famille, et la police pénètre dans la maison. Et là, ils vont faire une découverte effroyable dans le jardin. Sous la terrasse, les policiers trouvent les corps de 5 personnes. Il s'agit de toute la famille Dupont de Ligonnès. Ils sont tous morts en état de décomposition avancée. Tous, sauf un. Il manque quelqu'un, Xavier.
Et en analysant les cadavres de la famille, les médecins légistes remarquent qu'ils ont tous été tués par arme à feu. Et d'après leur état de décomposition, ils seraient morts aux alentours du 4 ou du 5 avril 2011. Mais attendez, et la lettre que Xavier a envoyée à tous les proches de sa famille, ça veut dire quoi alors? Eh bien en réalité, Xavier Dupont de Ligonnès, vous l'avez deviné, n'est absolument pas un espion qui travaille pour les États-Unis. Ça, c'est ce qu'il a essayé de faire croire à tous les proches de sa famille, pour les empêcher de découvrir les cadavres qu'il a cachés sous la terrasse de sa maison. Pour la police, c'est assez évident tout de suite que c'est Xavier qui a tué tous les autres membres de sa famille. Selon eux, il les a tués un par un, en pleine nuit, avec une arme à feu, pendant qu'ils dormaient. C'est atroce. La police lance une enquête et commence à fouiller les comptes bancaires de Xavier. Là, il découvre encore plus d'infos qui confirment sa culpabilité. Il remarque que début avril, Xavier a retiré toutes ses économies. Il n'y a plus rien sur ses comptes bancaires. Et à l'intérieur de la maison, il trouve un ticket de caisse qui provient d'un magasin de bricolage, qui date du 30 mars 2011. Et sur ce ticket de caisse, on apprend qu'il a acheté des très grands sacs poubelles et des dalles pour refaire sa terrasse. En plus, quelques semaines auparavant, on apprend qu'il a acheté des cartouches de fusil dans une armurerie. Et il s'est aussi inscrit à un club de tir quelques semaines avant les faits. Donc pour la police, c'est sûr et certain, c'est Xavier qui s'en est pris à tous les membres de sa famille. Et le pire, c'est de se dire qu'il a organisé tout ça des semaines à l'avance, alors qu'ils vivaient tous dans la même maison. Mais donc, il est où maintenant Xavier ? Parce que personne ne sait. En fait, grâce à des images des caméras de surveillance, on apprend qu'il s'est enfui. Il a quitté Nantes et il a roulé en voiture jusqu'au sud-est de la France. Mais tout à coup, on perd sa trace. La dernière fois qu'il est vu, c'est sur ces images, à Roquebrune-sur-Argent, le 15 avril 2011. C'est dans le Var. On le voit abandonner sa voiture sur un parking d'hôtel et disparaître à pied. Ça, ce sont les dernières images précise qu'on a de Xavier Dupont de Ligonnès en 2011. Depuis ce jour, il est introuvable. Personne ne semble savoir où il est réellement. Bon, et là vous devez avoir une question en tête, c'est pourquoi est-ce que ce mec a tué toute sa famille? Il y a plusieurs théories, vu qu'on l'a jamais attrapé, on sait pas exactement, mais ce dont on est sûr, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès, en 2011, il avait des graves problèmes financiers. Il avait plus d'argent, son travail fonctionnait plus, et il avait des dettes. Alors on imagine qu'il a totalement pété les plombs, et qu'il a décidé de tuer tous les membres de sa famille, pour disparaître sans laisser aucune trace, et peut-être recommencer sa vie. Pendant un moment, la police et les journalistes ont pensé qu'il avait peut-être mis fin à ses jours en pleine nature. Et c'est pour ça qu'on l'aurait jamais retrouvé. Mais beaucoup de gens pensent que si on ne le retrouve pas, c'est parce qu'il en a profité pour totalement changer d'identité, peut-être quitter la France et refaire sa vie. D'ailleurs, en 2019, à Glasgow, en Écosse, il y a un mec qui s'est fait arrêter par la police qui était totalement sûr qu'il s'agissait de Xavier. Mais après des analyses plus poussées, on s'est rendu compte que c'était pas du tout lui. Et en ce moment, actuellement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler, parce qu'il y a Aquababe, un influenceur blogueur, qui a décidé d'essayer de retrouver sa piste. Il mène une enquête à sa façon sur les réseaux, et hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, il a partagé cette photo, qui est assez troublante. D'après lui, ce mec, ça serait Xavier Dupont de Ligonnès, qui est parti refaire sa vie au Japon. Le problème dans cette histoire, et qui font que Xavier Dupont de Ligonnès a une histoire aussi marquante, c'est que malheureusement, son physique est assez lambda. Il ressemble à un peu n'importe quel daron. Alors, il est extrêmement recherché, et il y a beaucoup de gens qui lui ressemblent. Sauf qu'aujourd'hui, en 2025, on sait pas s'il pourrait ressembler encore à ça. Parce que là, il ressemble énormément aux photos de Xavier qu'on connaît, mais qui datent de 2011. Et en presque 15 ans, on imagine qu'il aurait peut-être beaucoup vieilli, et c'est un mec en cavale. Il a peut-être changé de lunettes, changé de coupe de cheveux. C'est justement ça, le principe d'une cavale, c'est que t'es méconnaissable. Donc ce mec, Xavier Dupont de Ligonnès, maintenant vous savez ce qu'il a fait, vous savez pourquoi il est recherché, et savoir qu'un mec qui a fait des choses aussi horribles, qui s'en est pris à ses propres enfants, et encore en liberté, personnellement, ça me fout les frissons. Bon, je vais essayer de remettre une ambiance un peu... C'était horrible tout ce que je vous ai raconté. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et j'espère qu'elle va vous plaire. Allez, salut tout le monde. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à aller voir une de ces deux-là. Je suis sûr que tu vas aimer.